Extrait du recueil Accords et Acrans d'Aurélia Lesbros. Et tout le Bataclan. J'avais imaginé ce scénario des centaines et des centaines de fois. Mais maintenant qu'un homme cagoulé se trouve là, à quelques mètres à peine, je suis tout simplement atomisée. Je ne peux même pas décrire ce que je ressens, puisque ces mots n'existent pas. On a atteint les limites du langage, des émotions, les limites de tout. Je me demande si je suis encore vivante ou déjà morte, frappée d'une crise cardiaque, avant même qu'il n'ait eu besoin de me tuer. Il est là, gesticulant au milieu de la route, au niveau du stop où j'arrive dans quelques secondes, en bas d'une pente. Et moi, je suis aussi ratatinée que ma Mini, ne formant plus qu'un avec mon volant. Il y a 8 ou 9 ans, pas loin de chez moi, dans un supermarché, il y avait eu un attentat. Et quelques minutes avant, le terroriste avait arrêté puis exécuté froidement un homme, au volant de sa voiture. J'avais 27 ans. Et je m'étais toujours demandé pourquoi l'automobiliste en question n'avait pas pris la fuite au lieu de s'arrêter. J'avais trouvé cela bête, inconcevable, totalement fou. Les attentats ont changé ma vie. Ils ont bouleversé à tout jamais ma conception de l'humanité. Ont fait grimper en flèche mes angoisses existentielles qui ne demandaient qu'à flamber. Sidérée, j'avais alors anticipé tous les scénarios possibles, toutes les scènes d'horreur imaginables, prévoyant où me cacher en cas d'attaque, échafaudant les plans les plus improbables pour m'en sortir, quoi qu'il arrive. À cause de l'histoire et ses tragédies, j'avais donc déjà envisagé ce coup de la voiture, et j'avais évidemment trouvé la parade. Il suffisait de donner un grand coup d'accélérateur, au pire, de rouler sur cet être totalement dépourvu de raison et de sentiments. Il n'y avait pas à tergiverser. Sauver sa peau coûte que coûte. Mais quelle arrogance, quelle honte, quelle prétention d'avoir osé se glisser dans le fameux « moi à sa place ». Sanction pour péché d'orgueil ou pas, karma ou non, voilà que le destin me fracasse une leçon à la figure et que je me cramponne au volant comme à la morale atroce de cette fable cruelle, pliant et pliant devant le danger. Crissement de pneus et d'hésitation. Mon esprit s'asphyxie. Il se fait la malle. Seule ma silhouette reste. Le temps s'arrête et mon corps avec. Il cesse de produire de la sueur, de la rage, des larmes. Même mon pouls semble s'éteindre, comme pour se camoufler et m'aider à être la plus discrète possible. Peut-être que l'instinct de survie fonctionne encore un peu alors. J'en repense à cet automobiliste de l'époque, justement, à cet homme que je ne connaissais pas, que je n'avais pas compris, que j'avais en quelque sorte critiqué et honteusement jugé, mon jumeau du destin. Je l'entends déjà me demander quand on se retrouvera d'ici peu. « Alors, t'as fait quoi, toi ? T'as pleuré ? Tu t'es barré ? Tu t'es évanoui ?» J'ai l'impression d'être au-dessus de moi-même, de m'observer. C'est très étrange comme sensation. Je me sens l'âme d'un mini-diable ou d'un mini-ange, de ceux qui apparaissent sur nos coins d'épaule, listant les bons et mauvais points de ma personnalité et de mon passé. Heure du bilan ? En tout cas, je fais preuve d'un étonnant pragmatisme, d'un sang-froid remarquable, et m'offre même le temps d'analyser, alors que le drame s'approche à grands pas. C'est peut-être ça le truc du choc émotionnel, la mise à distance automatique de ses émotions. Je ne sens plus rien. Naturellement anesthésiée. Comme le jour où je m'étais brûlé la main et où je voyais mon doigt bouger, s'agiter, sans le sentir d'un iota. Il arrive à ma hauteur, haut de sa cagoule. Est-ce une tentative de contact avec moi ? Je comprends surtout qu'il ne compte pas me laisser vivante. À peine le temps de me dire qu'il est beau pour un assassin. Je suis obligée de vous éliminer. Vous avez vu mon visage. Oh mais non, promis, je ne dirai rien. Les répliques des mauvais films, les accents de méchants et les regards éplorés s'agitent dans ma tête.
Ça marcherait ce truc-là, maintenant tout de suite. Je me laisse envelopper par l'atrocité de l'instant. J'essaie d'amadouer la folie qui s'apprête à me dévorer. Un terroriste est là devant moi. Un terroriste est là devant moi. Un terroriste est là devant moi. Je me répète cela comme pour me pénétrer de l'énormité de la situation, m'imprégner de cette vérité, l'immense et absurde et terrible vérité. Et puis, changement de ton, de registre. Je me dis qu'il a assez de cheveux blancs pour être mon père et aussi qu'il devrait changer de shampoing. Pilotage automatique de mon cerveau. Je suis toujours vivante donc. Ce matin, en partant au boulot, j'ai croisé le couple de voisins super jeunes qui promènent toujours leurs chiens ensemble et qui sont venus remplacer un autre couple de voisins. Exactement les mêmes. Une toute petite et un grand tout maigre. Je me suis surpris à penser que tous les jours, on pose peut-être le pied au millimètre près au même endroit que la veille ou qu'un autre jour. Et c'est déconcertant. Terrifiant surtout. Maintenant, je revois plutôt à la hausse ma définition et ma conception de la terreur. J'ai aussi pensé que si j'avais un chien, je ne me lèverais jamais si tôt pour le promener. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas de chien. Sauf qu'on n'est plus le matin, qu'on n'est pas loin de 19h et qu'il n'y a personne sur cette fichue route. Et si j'avais eu un chien, justement, je serais peut-être en train de le promener et certainement pas ici, dans cette voiture cercueil. Je songe à mon linge qui va sentir mauvais. Car personne ne pensera aller voir s'il y a une lessive dans la machine. J'aurais dû acheter la machine avec un affichage lumineux, fin de programme. Je me dis que j'ai laissé un double des clés à ma voisine, mais mon code de carte bleue à personne. Et que c'est dommage parce que je viens juste de toucher mon 13e mois. Je percute aussi que dans mon livre sur la Corse, j'ai planqué une lettre de Samuel. Et comme il y a la date dessus, Hugo va comprendre que je l'ai trompé et ça va lui faire doublement mal en ces circonstances. Puis je pense à Thomas Pesquet, à qui va être au second tour des présidentielles. Au fait que je me suis inscrite pour le tirage au sort du loyer à gagner à la radio et que s'il faut, il m'aurait appelé moi. C'est vraiment pas de bol. Je réalise que je suis pas du tout épilée. Pas cool. Et que ma Wonderbox cadeau va être foutue. Et puis là, tout de suite, je fumerais bien une clope. Même si j'ai pas fumé depuis 12 ans. Furtif coup d'œil, je constate que ma voiture est toujours en bordel et que mon père me rabâche. Mini voiture, mais pas mini bordel. Quand est-ce que tu vires tout ton barda, là ? Les sacs, les bouquins, les papiers, tout le Bataclan. C'est pas possible, ça. Même après les attentats, il a continué à utiliser cette expression. L'homme avance. Il n'est plus qu'à 2 ou 3 mètres. Son arme est immense et me toise d'un air menaçant. Mon cœur tambourine. Si j'avais le cran, je lui balancerais d'un ton sarcastique et convaincu. « Désolé, j'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Foutez-moi la paix, c'est clair ?» Il s'approche. Chaque pas qu'il fait me semble un lancer d'enclume. Je me demande si ma mère laissera ma photo de profil Facebook pour mon hommage. J'espère vraiment que non. Elle craint trop cette photo. C'est vrai, on pense jamais à ça avant. C'est super étrange comme dernière pensée. Je me demande si les autres ont eu ce même genre d'idées nazes et dérisoires. Mon tambourin intérieur se calme. Je tourne la tête à l'opposé de l'homme, comme si je regardais déjà de l'autre côté de ma vie. Et voilà qu'il cogne au carreau, tout doucement, presque poliment. C'est vachement bizarre de prendre la peine de taper à la vitre alors qu'on a une arme à la main.